sont thématiques. Les lundis, il s'agit de lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société. Et ce mercredi dont il s'agit de mercredi diaspora, nous allons nous poser la question de savoir si la diaspora camerounaise est tout simplement marginalisée. Quel est le regard que vous jetez sur cette diaspora camerounaise qui de plus en plus se plaint? Elle a-t-elle raison ou alors elle exagère un tout petit peu? De toutes les façons, la diaspora camerounaise est-elle marginalisée? C'est la problématique principale dans le cadre justement de ces échanges. Au canal 6, mais également au canal 317, vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Professeur Claude Noubissier, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour M. Parfa ici, bonjour à tous les copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là. Comment vous allez? Je vais très bien ce matin. Merci. Je souligne que vous êtes enseignant d'université, vous êtes psycho-sociologue, enseignant d'université du côté de l'université de Yaoundé 1. Vous aimez dire que c'est l'université mère. C'est l'université mère, puisque c'est à partir d'elle, en fait c'est la première déjà, et beaucoup d'universités sont venues et sont nées après elle et se sont inspirées d'elle. Nous allons donc dire bonjour ce matin au recteur Étoile. Le professeur Étoile. Nous lui disons bonjour ce matin. Votre homonyme? Oui, c'est mon homonyme. Les Étoiles sont des gens brillants. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, vous pouvez m'écarter. Vous pouvez m'écarter. Beaucoup plus entrepreneurs et travailleurs aussi. Parce qu'à moins d'un an, ce qu'il est en train de faire est suffisamment remarquable. Déjà. Je vais citer quelques Étoiles qui me viennent comme ça en tête. Hein. Il y a un autre professeur, le professeur François-Xavier Étoile, ancien recteur de l'université de Douala. C'est un Étoile. Vous avez un autre Étoile, un jeune docteur. C'est lui qui est du côté de l'hôpital du port autonome de Douala, le docteur Étoile. On peut en citer, hein. Donc, bien des choses à tous les Étoiles. J'ai dit que vous pouvez m'enlever. Maintenant, il faut qu'on donne Étoile à nos enfants. Alors. Bon, je ne sais rien. De toutes les façons, merci d'être la professeure Claude Désiré Noubissier, enseignant d'université. En face de vous, on accueille notre ami qui vient souvent de temps en temps, nous dit merci de ce côté. Il s'agit de monsieur Toi. Bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour au panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci de m'avoir convié ce matin. Comment vous allez? Ça va très bien, ça va très bien. La santé hier, mais bon. Les autres répondent que ça va comme le Cameroun. Bon, quand on dit que ça va comme le Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va bien ou bien ça va mal? Oui, mais tant que les salaires seront payés au Cameroun, ça ira. Disons les salaires du côté du secteur public. Ah, mais maintenant, est-ce que le secteur public constitue tout le Cameroun? Oui, c'est la pierre angulaire. C'est ça qui fixe le baromètre. Vous êtes sûr que c'est la pierre angulaire? Oui. Le secteur public? Quel pourcentage du moins au Cameroun, vous voyez, tout le monde veut rentrer dans la fonction publique. Tout le monde veut travailler. Même lorsque les gens sont dans le secteur privé, c'est comme s'ils sont comment dire ça, en intérim, en attendant de trouver. Vous êtes sûr? Ouais. Ça dépend du secteur privé. Hein? Moi, je connais des secteurs privés au Cameroun, les emplois de ce côté, pour rien au monde, n'accepteraient à aller travailler dans le public. Pour rien au monde. Oui, mais... Parce que les salaires si à passer niveau-là, au niveau du public, c'est comme des salaires des catéchistes. Je ne vais pas citer certaines structures hein, pour éviter la publicité dans le secteur privé. Oui, c'est-à-dire que le secteur public offre d'autres choses. C'est-à-dire? Certaines libertés que le secteur privé. Liberté? Oui. Au secteur public? Ben si. Parce qu'au Cameroun, si vous voyez quelque chose, les fonctionnaires sont les gens les plus riches au Cameroun. Mais c'est parce que c'est anormal. C'est parce que nous sommes dans un pays où nous faisons la promotion de la corruption. C'est pour ça donc que tout le monde... Dans tous les pays du monde, les fonctionnaires ne sont pas très loin de la pauvreté. Non, vous savez, monsieur Parfait... Ceux qui sont riches dans les véritables pays, c'est le secteur privé. Oui, mais je voulais embrayer dessus pour vous dire que ailleurs, on prend le moral du secteur privé, des hommes d'affaires. C'est-à-dire, est-ce que leur moral est bon? Est-ce qu'ils vont investir? Mais ici, principalement ici au Cameroun, on prend le moral de la fonction publique. C'est pour ça que je vous dis, tant que les salaires sont payés, d'accord,
tout va bien. Mais, sauf que le jour que ces salaires ne seront pas payés, vous verrez bien. D'accord. Le Cameroun va chauffer. Merci à lui. Vous me permettez, oui. Vous me permettez, sinon ça sera un crime de lèse-majesté pour mes amis de la diaspora, puisque nous parlons de la diaspora, pour leur dire un bonjour particulier, notamment Madame Alice, Monsieur Kemadjou, qui sont du côté de la France. Et puis je n'oublie pas un de vos collaborateurs qui est très efficace, Monsieur Minken, qui est très distrait, c'est un homme de l'ombre. Et de plus en plus, on ne voit pas, on perd ce genre de personnes ici au Cameroun. Des gens qui savent rester dans l'ombre, qui abattent un certain travail. Merci Léopold Touam. Vous êtes chef d'entreprise. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent, Alain Douc. Alain Douc, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau pour déminer l'espace que tu as pris soin de déminer pour ce matin. Je salue comme ça tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde, tous nos artisans de l'ombre et puis tout le top management de ce média. Merci bien. Vous m'avez l'air un peu fatigué ce matin. Non, non, absolument pas. C'est que le sujet m'a donné matière à... J'ai l'impression que vous commencez à vous essouffler. Non, absolument pas. D'accord. Parce que la télévision épuise. Ah, certainement. Je disais cela à un ami qui n'est pas très loin de ce studio, mais il n'y croyait pas. Hein. Il disait, frérot, la télé épuise. Non, absolument pas. C'est que le sujet a donné lieu à beaucoup de méditation et quand on se laisse aller à certaines réflexions, parfois ce qu'on constate nous attriste. En fait, c'est ça. Donc, vous prenez la parole, il y a une autre mélancolie. Et on peut se dire que vous êtes fatigué. Merci Alain Douc. Alain Douc, merci d'être là ce matin. Lui, il est également là, c'est notre consultant, Pierre Blériot-Niemek, qui reste dans le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Parfait, les gens n'ont pas oublié ce que nous avons dit depuis le début de cette aventure. Que nous ferions tout pour leur donner toujours de la bonne humeur. Ouais. Pour défendre la cause de la veuve et de l'orphelin. Ouais. Je te prie que nous tenions cet engagement pour toujours. J'ai reçu un appel hier dans la nuit. Je ne devais pas en parler, mais je vais en parler. C'est l'oncle du petit Matisse qui m'appelait depuis l'Allemagne. Oh là là. Et il m'a touché. Et ce matin, je vais vous faire deux révélations. Le petit Matisse est donc de l'Ouest lui aussi. Mais ce matin, j'ai ma soeur qui est de l'Ouest, Tonfa, qui m'a aussi écrit. Et elle m'a dit, mon petit frère chéri, première chose, personne n'écrit plus depuis hier soutien total à l'idole. Parfait, et toi, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. On a réveillé des gens sur une question de moralité. On a dit que la mère de Matisse et son père ne peuvent pas être en train de pleurer. Et dans la même phrase, on entend condoléances à la mère, soutien total à l'idole. Que ça ne voulait rien dire. Qu'il fallait pleurer avec la mère, avec les parents. Et que ce qui était horrible actuellement, c'était qu'on a assassiné le petit Matisse. Tout à fait. Que ce n'était pas le fait que quelqu'un pouvait avoir une carrière ou un spectacle en vue. Que ce brin d'humanité nous revienne. Bon, c'est vrai que sur Facebook, il y a beaucoup qui ont perdu l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des gens programmatiques. Ils disent seulement des choses. Je vais vous dire, il y a un qui est sorti sur Facebook et il m'a dit, toi aussi tu avais assassiné quelqu'un comme ça, on t'a couvert. Ah bon? Oui. Incroyable. Oui. Bon, j'ai voulu m'occuper de lui. Après, je me suis dit, tu ne peux pas t'occuper des gens de Facebook. Vraiment. Ça, c'est clair. Où est-ce que tu as trouvé cette énergie? Je ne peux pas. Parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il me dénonce. Sinon, je le poursuivrai. Après, je me suis dit, toi, tu peux poursuivre tous les A-ni-mots qui sont sur Facebook. Non, tu ne peux pas. Donc, je suis passé outre.
Et je dis, continuons de soutenir cette famille qui est très attristée. Très attristé. Et il m'a révélé. D'ailleurs, les 2 autres enfants, la peur ne les a pas quittés. Hein? C'est clair. Le traumatisme. Le traumatisme ne les a pas quittés. C'est-à-dire, un type est parti pour les tuer tous. Il a tué leur plus jeune frère. Devant eux. Devant eux. Et ils ont encore ce traumatisme-là. Ils se disent que est-ce que le papa là peut revenir quand nos parents. Son même long couteau. Quand nos parents ne seront plus là. Vous voyez, c'est ça, c'est là-bas que l'humanité va. L'humanité ne va pas... Et non chez l'idole. Et non sur les concerts et les carrières. Ce n'est pas ça le moment. Ce n'est pas dire que nous voulons mettre un terme à la carrière de l'idole. Non. Mais je dis concentrons nos énergies à pleurer le petit Matisse pour le moment. Les carrières, on en parlera après. Quand j'ai dit cela, je vous dis donc que je suis très content de la réaction de certains Camerounais qui commencent à comprendre et qui me disent donc de te dire que si vous arrêtez votre hôpital là, ou si vous commencez à ne plus nous donner de la bonne humeur, vous ne savez pas le mal que vous aurez fait. Tout à fait. Et je leur dis à ce point-là, ils me disent oui. L'oncle me disait hier que c'est en vous écoutant. Il a parlé d'Alain Douk. Bon, il a reproché à 2 autres qui étaient sur le panel de ne pas comprendre la douleur des gens. Bon, je lui ai dit que limite-toi à l'invité principal. Donc, il me dit qu'il se sent mieux. Et si nous pouvons faire qu'un être humain se sente mieux, nous avons donc une lourde mission. Même si c'est une seule personne par jour qui va se sentir mieux, faisons-le. Merci Pierre Blériot pour tous ces mots. Hier, je disais déjà, comme si je blaguais, mais tout le monde, je sais que je ne blaguais pas, je disais modestement que c'est nous qui donnons le ton. Ouais. Mais Blériot, après cette émission, j'ai eu au moins 300 à 400 coups de fil. Ouais. Moi, je me disais que tout le monde était au courant de cette affaire. Ouais. C'est ce que moi, je me disais. Ouais. Parce que ça faisait grand bruit sur les réseaux sociaux. Je me suis donc rendu compte que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Bien sûr. J'ai eu au moins 300 coups de fil où les gens nous disaient, mais l'histoire que vous étiez en train de raconter là, c'est vrai? Mais j'ai dit, mais c'est vrai, on en parle partout sur Facebook. Il dit, non, moi je ne suis pas là-bas. C'est en regardant votre émission que j'ai été au courant qu'une affaire comme celle-là s'est produite au Cameroun. J'étais encore très surpris que Seigneur. Moi, j'ai cru que on venait dire... La meilleure, c'est que la CATV a mis ça au journal de 20h30. Ça, c'est bien. Ah oui. Nous avons parlé le matin. Partout, ça a été programmé désormais. Tout à fait. Personne ne se tait plus. Même les médias qui voulaient se taire. Ils ont commencé à en parler. Ah oui, on se justifie même déjà. Non. Ailleurs, on a flouté le visage, on n'a pas flouté le visage, on fait des longues publications pour se justifier, ainsi de suite. Ils ne se sont pas encore justifiés. Ici, c'est l'information sans parti pris. C'est clair. On casse tout, je casse seulement. Si c'était mon père qui avait fait ça. Toi-même, tu l'arrêtes d'abord. Mais tu m'avais dit ici sur ce plateau, un jour, que Aïssi, si tu tues quelqu'un, moi, il va d'abord t'arrêter. Tu t'amènes au commissariat. Aïssi, je dis que si mon père assassine quelqu'un comme ça, les pièges que je vais lui tendre à aider à pour qu'on l'attrape. Je vais lui dire que non, viens, je vais te cacher à la maison. Alors qu'il vient dans la NAS. Alors qu'il vient dans la NAS. Il va trouver mes amis de la et vous allez le capturer. On va le capturer et on va l'amener, l'ayant attaché. C'est-à-dire, on attache ses pieds, on le tire pour aller le jeter là où il mérite d'être. Merci. Hein. Et il ne pourrait pas le faire. Il sait que c'est comme ça que j'agirai. Tout à fait. Et à lui, Paul Touard, qui va également coller un petit commentaire sur cette affaire odieuse au Cameroun. Oui, pour abonder un peu dans le sens de Pierre Blériot, je suis très étonné quand même que jusqu'à présent, le gouvernement n'ait pas réagi. C'est comme si on n'a pas de ministre. Aucun ministre n'est descendu sur les lieux, aucune cellule d'écoute n'a été mise pour prendre en charge ceux qui ont été traumatisés, parce que ces enfants sont traumatisés à vie. Et il y a le psychosociologue sur ce plateau. Il va prendre la parole tout à l'heure. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'un crime de cette envergure, aussi crapuleux, se produise et qu'on fasse une fixation sur des éléments qui, pour moi, sont périphériques, alors qu'il y a des victimes qui sont vivantes. D'accord? Vous avez le ministre de la Famille, vous avez le ministre de la Santé, vous avez le ministre de l'Éducation de base. Mais personne n'est descendu, aucun communiqué officiel pour
apaiser la douleur. Le ministre de la Communication. Vous avez le ministre de la Communication. Mais je me pose bien des questions. J'ai écrit ça sur Facebook hier. Ailleurs, vous verrez des ministres descendre là-bas, des cellules d'écoute mises sur pied. Parce que pour l'instant, les gens se posent plusieurs questions. Attends, Léopold, je vous lance. Les gens se posent plusieurs questions en ce moment. Le monsieur qui a assassiné froidement ce garçonnet de 6 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? Il se trouve où? Est-ce qu'il est aux arrêts? D'autres disent qu'il est allé dans son village. D'autres disent qu'il est en fuite. D'autres disent qu'il est à l'hôpital. D'autres disent qu'on l'a caché. D'autres disent que les forces de l'ordre le protègent. Alors, les gens se posent tout un tas de questions. Chacun allant de son interprétation et de son génie. Mais le ministre de la Communication doit faire une sortie pour fixer les uns et les autres et donner la vraie information sur cette affaire. Parce que même au niveau de l'international, je vais parler comme au village, hein, on nous regarde comment? On nous regarde comment? Mais c'est là tout l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, une histoire comme celle-là peut provoquer des émeutes. Bien sûr. Très grave. Parce que nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Nous disons tout simplement que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, puisque le rôle du gouvernement, c'est de protéger les hommes et les biens. Que ce soit le ministre de la police, il n'est pas descendu là-bas. Le ministre de la gendarmerie n'est pas... Le ministre... Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Et en plus, il n'y a pas que les 2 autres enfants rescapés qui sont traumatisés. Tous les enfants de ce quartier sont traumatisés. Oui. D'accord? Avec ce tonton qui assassine les enfants avec son long couteau. Donc, une cellule d'écoute psychologique doit être mise sur pied pour aider ces enfants à évacuer ces images qui sont horribles. Et en plus, on a diffusé, ces images sont diffusées sur les réseaux sociaux. Les images d'un enfant égorgé, un enfant de 6 ans égorgé. Bon, je dis, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres à gouverner le Cameroun avec un peu d'humanisme. Merci Léopold Toua. Je passe la parole donc à l'enseignant d'université, psychosociologue. C'est très bien parce qu'il est sur ce plateau. Il est dans son domaine. Alors, professeur Noubissier, nous disions il y a là qu'il y avait certainement un traumatisme parce que, selon les faits, le récit, lorsque le monsieur est entré, les 2 enfants ont fui, l'autre est allé dans une chambre, l'autre s'est enfermé derrière les toilettes pour qu'il ne soit pas pris à partie. Maintenant, le bonhomme de 6 ans, dans sa naïveté, dans sa candeur, lui regardait les dessins animés. C'est là, lui, il a été poignardé à mort à plusieurs reprises. Entre-temps, ses frères suivaient comment leur petit criait au salon, mais impuissant. Alors, ce traumatisme-là, à l'intérieur et même aux alentours, les enfants de ce quartier. Votre commentaire? Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur Parfa, ici, parce que c'est une situation extrêmement triste. Quand on veut se projeter dans l'esprit de ces enfants, ce qu'on regarde, ce qu'on vit, ce qui se passe à l'intérieur de leur esprit, c'est la tristesse, c'est la désolation, c'est la colère, c'est la douleur, c'est la peine. Et ces enfants sont suffisamment traumatisés. Déjà parce que le récit en dit plus. Quand on essaie de savoir qu'ils étaient 3 dans la maison et que le petit Mathis qui était assassiné disait de temps en temps à ce monsieur, « Tonton, tu me fais mal ». C'est-à-dire que l'enfant ne voyait pas venir la mort. Oui. Il voyait un tonton, puisqu'apparemment c'est des gens qui se connaissent. Ils sont voisins. Parce qu'il voyait un tonton. Et il appelait tonton. Tonton, tu me fais mal. Bon, c'est très triste d'en parler. Si on n'est pas très fort, on risque de couler des larmes. Ouais. Parce que maintenant, en tant que psychologue, je ne voudrais pas imaginer l'état mental dans lequel se trouvent ces enfants-là. Ses frères et sœurs. Bon, maintenant, disons que quand j'ai regardé les émissions hier, je suivais également les journaux. Il savait que le ministre des Affaires sociales a dû faire une communication là-dessus. Il savait également qu'elle a dit, la dame a dit dans son intervention qu'il y a une équipe qui a été mise en place. C'est un peu ce qui m'a refroidi personnellement pour qu'ils ne descendent pas prendre cette situation en charge. Mais sachant que c'est une prise en charge qui se veut beaucoup plus collective déjà. Collectif au niveau de la maison, au niveau de ces 2 rescapés, si on peut le dire, de ces 2 chanceux qui n'ont pas subi le même sort que celui du petit Mathis, au niveau même de la famille, et même au niveau de l'environnement, et même au niveau national. Ouais. Que disent nos enfants de nous aujourd'hui? Est-ce que nos enfants qui ont regardé, qui ont écouté, qui ont été au parfum de cette information, ne sont pas traumatisés aussi? Est-ce qu'ils ne se disent pas que ce qui est arrivé à Mathis peut également leur arriver? Est-ce que notre société aujourd'hui est plus consistante de manière à sécuriser
les personnes vulnérables, parmi lesquelles les enfants. Est-ce que nos enfants aujourd'hui, quand ils sont à l'école, est-ce qu'ils ne voient pas le spectre de ce bourreau partout? Est-ce que le côté ne fait pas mal? Est-ce que la vue de quelqu'un qui est étranger à leurs parents ne leur fait pas mal? Parce que, disons-le, j'ai un étudiant qui est en train d'écrire sur quelque chose de presque similaire, sur les post-traumatismes. C'est-à-dire que le cas des personnes qui viennent des Nord-Ouest, des élèves qui viennent des élèves là, du primaire. Alors, qui ont vu des personnes égorgées. Qui ont vu comment on a tué leurs parents, qui ont entendu les bombes. Est-ce que nous, on a suffisamment considéré l'approche traumatique dans leur mise en place, dans leur intégration dans les écoles? Et alors, qu'est-ce qui fait savoir? Il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté les zones de guerre, qui se retrouvent à Yaoundé ou à Douala, et qui aujourd'hui ont même peur seulement d'entendre le bruit de la cloche. C'est-à-dire quand la cloche sonne pendant les il a envie de fuir. Est-ce qu'on a considéré l'approche psychologique? Est-ce que nous, les psychologues, nous n'avons pas faibli, nous n'avons pas failli par le fait de ne pas faire savoir ce que c'est que notre expertise? Est-ce que cette expertise que nous avons, est-ce que ça rend service à l'État du Cameroun? Alors, ce qu'on va dire évidemment, c'est que M. Touala peut-être dit, il y a des petits éléments, des petites actions que lorsqu'elles sont posées, soulagent beaucoup. Si le président de la République peut parler, si le ministre de la Communication peut descendre, si le DGSM peut descendre, si ces autorités peuvent descendre, ça va donner un peu plus de confiance. Parce qu'ici, il faut mettre en confiance tout le monde. Ça va mettre en confiance la famille, ça va mettre en confiance les parents, ça va mettre en confiance les voisins du quartier, ça va mettre en confiance tous les Camerounais. Et c'est le mal-être de notre pays aujourd'hui, la communication. C'est-à-dire savoir que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, ça ne regarde pas seulement les victimes, ça regarde tout le monde. Et ça, de faire une mobilisation sur le plan national afin que chacun se sente à l'aise. Parce que jusqu'à maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que les enfants qui ont le même âge que Mathis, est-ce que ceux qui sont dans nos ménages aujourd'hui, ceux qui sont à l'école, est-ce qu'ils ne sont pas aussi traumatisés, malheureusement? Merci, professeur, pour ce regard. De toutes les façons, c'est une situation que nous allons continuer à suivre avec grand intérêt, surtout avec grande attention, et vous serez informés minute by minute. Nous allons repasser le microphone à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. Quand tu descends à la colline, garde un œil vigilant sur tes pieds. Ne te préoccupe pas trop de remonter. On peut reprendre? Quand tu descends la colline, garde un œil vigilant sur tes pieds. Ne te préoccupe pas trop de remonter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie n'est pas toujours une montée triomphante. Il y a des saisons de doute, de fatigue, de recul. Et c'est justement dans ces moments-là que ces mots résonnent comme un rappel de sagesse. Quand tu traverses une pente, concentre-toi sur chaque pas. Ne te précipite pas sur ton retour. Quand tu as un moment de faiblesse, gère ce moment-là avec beaucoup de concentration. Il y a des gens, par exemple, vous perdez un emploi, au lieu de vous relever, ou vous perdez une relation, au lieu de guérir de la relation, de trouver les moyens de vous en sortir, vous êtes déjà en train de vouloir fabriquer une nouvelle relation, croyant que c'est là-bas la solution. Et parfois, vous retombez dans le même piège. Quand ce n'est pas vous qui retombez dans le même piège, c'est vous qui plongez l'autre dans votre piège. Parce que vous ne vous êtes pas encore soigné. Voilà. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. 10h, 11h52, c'est une autre manière de faire la télévision. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous retrouvent nombreux ce mercredi matin, mercredi
Diaspora, c'est un plaisir. Mercredi Diaspora, c'est pour les Camerounais qui sont allés à l'étranger. Hein? On dit, ils sont en bain. Ouais, ils sont en bain. Et d'autres vont te dire, ils ont brise. Après, quelqu'un t'appelle avec un long numéro. Il dit, mon gars, je ne suis plus là. Tu es où? Non, je suis en Suisse. Je dis, hey, le gars, la vie a donné. Hein? Claudia, oui. Tu rêves aussi d'aller en bain? Non, il faut dire la vérité. Non, je ne rêve pas. Bon, je vais être honnête. Même pas en vacances? Oui, peut-être pour des vacances, voilà. Mais pas pour vivre en Europe. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Tu peux aller travailler sur France 24, TV5. Oui, si c'est pour un travail, tant mieux. Il y a ta grand-mère, Denise Epoté, qui allait de TV5. Mais ça se passe bien. Oui, tant mieux pour elle. Disons bonjour ce matin à Denise Epoté. Hein. C'était une grande présentatrice à l'époque du 20h30 à la CRTV. Par la suite, elle est allée de l'autre côté à TV5, et ainsi de suite. Tu as suivi Claudia dire qu'elle ne rêve pas aller en bain, n'est-ce pas? Oui. Après causerie, finalement, elle rêve aller en bain. Je suis en train de parler avec Parfait. Non. Je pense que j'ai été assez claire. Claudia, est-ce que tu rêves aller en bain? Non. Non. Même pas pour les vacances. Si c'est pour les vacances, oui. Pour travailler à TF5, oui, si c'est pour travailler. Donc, en fait, tu rêves aller en bain. Ouais, Blériot, pourquoi tu fais ça? Rêver, c'est différent. Et que j'ai une opportunité d'y aller, c'est autre chose. Pas en bain à tous les coups. Ou à tout prix. Oui. Mais tu rêves aller en bain, par exemple, à TV5. Enfin. C'est ce que tu viens de dire. Arrête avec tes substituts. Laisse Claudia. Parfait, j'espère on s'est quand même compris, non? Par contre, voilà. Moi, je ne rêve pas d'aller en bain. C'est différent. C'est toi la bonne argent pour pas aller en bain. Avec tout l'argent qui est décidé. On a dit que c'est l'argent, ça ne me permet pas de prendre l'avion. C'est ça le problème. L'argent, ça empêche d'aller de voyager. Incroyable. Claudia, okay. Tu t'es ressaisi, ça va? Toi, tu as égalisé, non? Tu as égalisé. Claudia, oui, que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, le quotidien Infomatin de Dieudonné Vaincre s'intéresse à l'éducation, notamment à ce concours d'entrée en 6e et du Common Entrance. Le satisfecit de Nalova Lyonga est présenté en page 3 de ce journal. Il faut entendre que le ministre des Enseignements secondaires a ce 13 mai supervisé le déroulement des épreuves des deux sous-systèmes francophones et anglophones dans certains centres d'examen du Fundi, la Mofouya Famba et la Mofouya Kono, dans la région du centre. À l'occasion, le MINSEC a loué la bonne organisation ainsi que les meilleures pratiques mises en place par les examinateurs. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont prêts à densifier leur coopération. C'est ce que nous indique le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous indique en séjour à Abidjan dans le cadre de l'Africa CO Forum. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé. L'entretien a débouché sur le vœu commun de franchir un nouveau cap dans les échanges économiques entre les deux pays. Qui est Dagobert Nwafo, l'homme qui a tué de sang-froid un enfant? C'est donc la grande interrogation du quotidien Le Jour ce matin. Aman Mana nous propose de lire cette enquête menée sur ce monstre de quartier. L'enquête est présentée en page 5 de ce journal. Au bas d'une de ce journal, on parle également de ce concours d'entrée en 6e tel que relayé par le quotidien Infomatin un peu plus tôt. 3 candidats pour 50 places. Et il s'agit du CS bilingue de Fagno dans l'arrondissement de Tonga qui n'a enregistré que ce nombre de postulants au concours d'entrée en 6e qui a eu lieu hier. L'actualité est donc à retrouver en page 3 de ce journal. On change de cap pour parler d'autre chose. Cette fois-ci, il s'agit de présidentielle 2025. On en parle avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo qui présente l'anticrise des chefs Sawa. Les monarques du Vouri ont fait une déclaration au terme des travaux avec des partis politiques et l'ECAM et le CNC afin de préserver la paix sociale et la cohésion
nationale. Après cette élection, la page 7 nous renseigne davantage sur cette actualité. On parle également de politique avec le journal Repère. Candidature de Paul Biya à la présidentielle 2025. L'appel républicain des universitaires en dit raison. Augmentation de la capacité énergétique dans les campus, paiement de la dette académique et la prime à la modernisation de la recherche pour les 6813 enseignants-chercheurs, accroissement des places pour le recrutement des docteurs PhD. Plusieurs arguments sont avancés par les signataires du document qui invite le président de la République à briguer un nouveau mandat à la magistrature suprême. Départ pour le Hajj 2025. On prend ce départ avec Haute News. On nous dit ce matin que l'aéroport de Garoua sera prêt. La piste en cours de réhabilitation grâce à un déblocage spécial de fonds autorisé par le chef de l'État au terme d'une visite du chantier le 8 mai 2025. Les ministres de l'administration territoriale Paul Atangandi et des transports Massinangel et Bibé affirment que les travaux en cours seront achevés avant les premiers embarquements pour la terre promise. Apprend-on en page 3. Allons à présent du côté de Meinganga avec l'œil du Sahel. Guiba Gatama nous dit ce matin que l'exploitation minière est plus destructrice que bienfaitrice. La page 4 nous renseigne davantage sur cette actualité. L'économie quotidienne est en kiosque ce matin. Ce premier quotidien économique de la zone SEMEC de Thierry Ekouti parle de paiement des prestataires. Les aérés de l'État ont progressé ou alors fortement progressé. C'est ce que nous apprend ce tabloïd en page 3. L'on nous dit ici qu'ils ont franchi la barre des 800 milliards de francs CFA au 31 mars 2025, une situation qui paralyse le fonctionnement des entreprises. Pour clôturer cette revue de presse, l'intelligence d'Ongola nous présente ces deux éditions. Tout d'abord, la toute première revient sur la célébration de la 139e édition de la Fête internationale du travail. Le journal présente le portrait des patrons qui se démarquent dans cette parution du jour. D'un autre côté, l'intelligence d'Ongola s'intéresse donc au sérail. Moussa Femme présente fidélité, altruisme, performance et déférence. De qui s'agit-il? Il s'agit donc du ministre des Transports, Jean-Ernest Massinangale Bibé. La récente double nomination du ministre des Transports au comité central du RDPC et de chef de sa délégation départementale permanente dans la Sénégal maritime consacre l'éloquence reconnaissant de son bel apport pour le triomphe des idéaux du renouveau et de l'homme ou alors de l'homme qui incarne. De l'autre côté, on parle de l'ingénieur de génie civil titulaire d'un doctorat en sciences et management des projets de l'Atlantic International University d'Honolulu aux États-Unis. Le directeur général de la SIC, Amadou Sardouna, excelle dans ses performances managériales. Militant de première heure du RDPC depuis 1990, il traduit dans les faits la vision de son maître politique Paul Biya en matière de logement social, évocation et décryptage à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Intelligence d'Ongola, bien entendu, par Faïssi. Merci à l'intelligent d'Ongola. On dira également merci à toi, Claudia. Je te souhaite un bon séjour au niveau de la rédaction centrale. D'accord. Vous aurez un papier aujourd'hui? Je pense bien, oui, je pense que j'aurai un papier. Il ne me reste qu'à te souhaiter donc une bonne journée. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite. Si tu iras en bain, c'est que tu iras en bain. Il y a quoi même? Il n'y a rien. Ça va partir. À tout de suite pour la suite.
Avant la dénonciation, nous serons de tout cœur avec les populations d'un Siméon 3, c'est à Yaoundé, au lieu dit rond-point Damas, où le chef de ce côté, il s'agit de Sa Majesté Etundi Pius, a tout simplement célébré, pas célébré, a eu droit à une levée de couleur ce matin. C'était sous la demande du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3 pour coller à la préparation de la fête de l'unité qui se célèbre au Cameroun le 20 mai. Le sous-préfet a décidé que tous les chefs traditionnels ce mercredi au niveau de sa circonscription devaient tout simplement faire une levée de couleur. Question de réveiller encore la fibre patriotique au niveau de ces populations. Cela a donc été fait par exemple ce matin lorsqu'il était 7h30 du côté de Siméon 3 au lieu dit rond-point Damas où l'on a chanté l'hymne national du Cameroun, où l'on a encore tout simplement rappelé quelques valeurs patriotiques de notre pays. Bien des choses au sous-préfet de Yaoundé 3, bien des choses également à Sa Majesté Etundi Pius qui est donc le chef d'un Siméon 3 au lieu dit rond-point Damas. Cela étant dit, on va repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek pour la dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation, nous la faisons en anonyme comme très souvent, mais plus anonyme encore parce que c'est une jeune fille qui se sent un peu en danger. Elle a quitté pas le village, parce qu'elle fréquentait dans un chef-lieu de département où elle a obtenu son bac il y a exactement 3 ans. Elle a donc rejoint sa grande sœur à Douala, chez qui elle vit depuis qu'elle est à l'université. Université entre guillemets parce qu'elle est dans une école professionnelle de ce côté-là. Et sa grande sœur est mariée. Selon son récit, il y a quelque temps, le mari à sa grande sœur lui a fait des avances. Ah, tiens. Oui. Elle a trouvé cela tordu. Elle lui a répondu poliment, papa, parce que le monsieur lui a dit, non, tu ne m'appelles pas papa, tu es ma deuxième future femme. Elle a trouvé ça très violent. Elle lui a dit, elle a menacé d'abord d'en parler à sa grande sœur. Le type n'a pas semblé apeuré. Il n'a pas paniqué du tout. Il a continué à aller un peu directement à mettre la pression. À mettre la pression. Et à poser même certains gestes en présence de sa femme. Grande sœur. Oui. Ce qui a poussé la petite à aller voir sa grande sœur, lui dire que mais il y a une situation qui n'est pas bonne là, ton mari me fait la cour et je lui ai dit que j'allais t'en parler. Sa grande sœur lui a dit, ben, tu m'en parles pour que je fasse quoi? Okay. La petite était étonnée, elle lui a dit non. C'est un homme et tu es une femme. Ah bon? La petite sœur a eu peur. Elle n'a pas encore contacté leur maman, parce que c'est des filles qui ont été élevées par leur maman après le décès de leur papa. Elle n'a pas encore contacté leur maman. Elle ne sait pas si c'est un plan dans toute la famille. Parce que pour le moment, c'est ce qu'elle m'a dit. Et que c'est elle qui ne comprend rien. Et que c'est elle qui ne comprend rien. Elle me disait qu'elle ne sait pas si on l'a envoyée en mariage forcé. Bon, je lui ai demandé si sa grande sœur n'avait pas d'enfants. Elle m'a dit qu'ils en ont eu 2. Mais 2 et le dernier a 7 ans. Voilà. Donc, elle voudrait comprendre ce qui se passe. On l'aurait-on envoyé dans un mariage forcé. Sa grande sœur ne s'oppose pas à ce que fait son mari. Bon, maintenant, elle ne sait pas si le couple est plutôt dans des choses, d'où sa peur, des choses bizarres et qu'on voudrait quelqu'un pour sacrifier. Parce qu'elle m'a dit que c'est un mariage où il y a beaucoup d'argent. Ah, il voulait poser justement la question, est-ce que le monsieur... Non, le monsieur a du blé. Ah, d'accord. Il a du blé. Il est assis. Il est assis. Donc, elle est à l'aise dans la maison, mais là, elle craint toutes ces choses-là. Bon, je lui ai aussi demandé si l'idée d'être la deuxième femme à son beau-frère lui passait par la tête. Elle m'a dit qu'elle ne pense pas à ça. Elle pense au fait qu'on pourrait la vendre. Parce qu'elle ne comprend pas la logique dans laquelle le couple se trouve. Et puis, depuis qu'elle a parlé de ça à sa grande sœur n'est pas du tout gênée. Sa grande sœur lui parle comme d'habitude. Tout va bien. Elle ne comprend pas ce niveau de froideur. Merci, Pierre Blériot, pour cette autre dénonciation. On va passer la parole d'abord à Louis-Paul Toi. Louis-Paul, c'est donc une jeune dame
qui est un peu déboussolée. Tu as suivi le récit. Elle se pose une série de questions. Pourquoi apparemment ça ne gêne pas sa grande sœur qu'elle aille avec son mari? Sa grande sœur lui dit, et puis quoi? Tu es une femme et c'est un homme. Elle s'attendait plutôt que sa grande sœur puisse aller voir son mari, lui dit, chérie, tu arrêtes ça. Mais la grande sœur, elle est restée froide. Entre-temps, la fille se pose la question de savoir, est-ce qu'on l'a envoyée dans un mariage forcé? Elle-même n'est pas au courant. Entre-temps, est-ce que, comme le monsieur a beaucoup d'argent, parce qu'elle se pose beaucoup de questions, est-ce que c'est un projet pour la vendre dans les choses bizarres? Votre regard? Non, c'est la preuve par 4 que les riches ont droit à tous les passe-droits. Parce que... si le riche a tous les droits. Oui, le riche a tous les droits parce que la famille a peur que l'héritage se disperse un peu. Qu'on aille prendre quelqu'un à l'extérieur, oui, qui peut venir même inverser la première et s'accaparer de tout et tout le monde va tout perdre. Je crois que c'est peu dans cet esprit-là. Et puis, c'est pas... Il y a des gens, même dans ma localité, la Léquier, quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a été député, qui a épousé 2 sœurs. Ouais, je sais de qui il s'agit. Père son âme. Père son âme, d'ailleurs. Donc, qui a épousé des sœurs. Un grand du RDPC. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites le parallèle avec le RDPC. Mais il était grand du RDPC. Je ne sais pas pourquoi. Ça tire ici. Hein. Vos propos vous engagent. Tu as peur. Il est à mort. Il est à mort. On va rien te faire. J'ai tout simplement dit les exemples sur les morts. Comme il était, la personne était aussi extrêmement riche. Non, bien sûr, il en avait. Il était lourd. lourd. Qui sont passées. Je pense que même la maman de la fille est au parfum de l'affaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a envoyée là-bas. Parce que si la grande sœur ne voulait pas, puisqu'il y a des moyens, on aurait trouvé une chambre d'étudiants dans une mini-cité à la fille. Mais on a bien orchestré le plan. Et si vous allez même plus loin, vous verrez que c'est le monsieur en question qui a payé ses études ou qui continue à payer ses études. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin de dire ça. Ses études. Donc maintenant, ce qui lui reste, c'est de faire appel à sa conscience. Si ça épouse ses valeurs, parce que chaque être humain a ses propres valeurs. Si ça épouse ses valeurs, pourquoi pas? Si ça n'épouse pas ses valeurs, il faudrait tout simplement qu'elle quitte ce domicile, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de menace. Il n'y a pas de menace. C'est un gentleman. Il y a eu il sait que ça va aller. Des avances. Et puis sa femme est au courant. Puisque si sa femme lui dit tu es un homme et une femme, c'est déjà pour lui dire que... Vas-y. Mais je pense que la belle famille de ce monsieur est dans cette équation de sécuriser les biens. D'accord? Parce que si on va prendre une vipère dehors, elle peut venir... Peut-être que le monsieur a émis le vœu d'avoir une autre femme. Et la belle famille lui a dit, si c'est ça le projet... Peut-être même que c'est la belle famille qui lui a dit, non, la première est déjà un peu fatiguée, il te faut un peu de soutien. Oui, il te faut ce soutien-là. Ça se passe, moi je vous raconte une anecdote, dans ma propre famille, chez mes cousins, il y a un monsieur qui est venu doter une fille, et on avait fait une liste, vous savez comment on fait les listes. Donc il est venu avec des choses 2 par 2. Wonderful. Bon, c'est-à-dire donc, quand on demandait 10 porcs, lui, il amenait 20. On demande 10 casiers de bière, il apporte 20, ainsi de suite. Bon, maintenant, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je suis venu doter les 2. Les 2, c'est qui? Donc, la grande sœur et la petite sœur en même temps. Donc, on a dit, bon, il faut que la fête continue. Et la fête... Mais chez vous, c'est compliqué, hein? Bon... D'accord. Professeur Loubissier, vous êtes psychosociologue, vous êtes encore dans votre élément. Vous avez beaucoup de travail. Hein? Alors, j'apprécie bien la chute de lui Paul Toi. Toi, dis ceci. Tout dépend de la jeune dame. Si elle trouve que ses valeurs morales n'ont aucun souci à aller avec le mari de sa sœur et devenir donc finalement aussi son épouse, c'est son problème. Maintenant, si elle trouve que non, vraiment, sa moralité et tout ça, ça ne donne pas, qu'elle parte de cette maison. Vous êtes psychosociologue, que devons-nous faire en pareille circonstance? La fille ne sait quoi faire.
Monsieur Parfait, ici, il y a ce qui fait le charme de votre émission, c'est le fait d'aborder avec humour des questions d'une extrême sensibilité. Ouais. Parce que cette situation, je ne suis pas sûr que cette petite fille soit en train de comprendre ce qui lui arrive. Parce que la dégradation morale dans d'autres sociétés aujourd'hui fait que l'argent soit au-dessus de tout. Tout à fait. Et que l'argent soit capable de tout payer. Même ceux qui ne payaient pas avant, aujourd'hui l'argent paye. Comment comprendre que une petite fille comme celle-là arrive chez sa grande sœur et que ce genre de proposition ait lieu? Je ne suis pas sûr que ça devait entrer dans son champ psychique. Elle ne devait même pas penser à ça. C'est-à-dire que regarder l'époux de sa grande sœur avec des yeux autres que des yeux d'un enfant qui regarde son papa tel qu'elle appelle. Elle appelle ce monsieur papa. Pourquoi le monsieur ne peut pas entrer dans sa casquette de père? Et notre société aujourd'hui, nous assistons à cette dégradation et au fur et à mesure qu'on évolue, les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'empirer. Le pouvoir que l'argent est en train d'exercer sur les valeurs est un pouvoir que, à la longue, ça doit créer une société de monstres, une société de criminels, une société de fous. Dans une société de fous, moi en tant que psychologue, ça ne me surprendra pas de constater qu'il y a des comportements de fous. Parce que ce comportement, a posteriori, c'est un comportement de fou. Il faut avoir un peu il faut être décervelé, il faut avoir un manque sur le plan de la structure psychique pour penser à ce que ça soit commode d'accepter cela. Pour vous, c'est une proposition indécente? Pour moi, c'est une proposition indécente. C'est une proposition qui ne devait même pas exister. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'argent pensent et nous leur donnons cette opportunité que leur argent est capable de tout payer. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas le dire non. Les filles aimaient dire l'argent ne paye pas l'amour, l'argent ne paye pas les sentiments, l'argent ne paye pas le mariage. Mais on assiste à un renversement des valeurs où l'argent paye tout aujourd'hui. Ne soyez pas surpris, cette fille le dit peut-être parce qu'elle a un copain qui est peut-être sérieux. Si c'est une fille qui n'avait pas quelqu'un, je suis sûr qu'elle a un soutien, elle a une béquille sociale quelque part. Elle aurait cédé. Je pense qu'elle a une béquille sociale quelque part qui la supporte et qui lui dit ne fais pas cela. Si c'est une fille laissée pour quand, elle aurait déjà cédé depuis. Parce que beaucoup cèdent. Moi, je connais même plus pire. Il y a des mamans qui demandent à leur propre amant, d'épouser leur propre fille. Oh là là. Oui, ça se fait. Moi, je me souviens qu'un jour où on est venu se plaindre, la fille va en mariage avec sa propre fille. Et les gens font le constat que le monsieur, je vais employer un mot un peu dur, suce les seins de cette petite fille devant la maman et devant l'autre. Alors, maintenant, le prétexte, à quel âge? Elle avait entre 15, 16, 17 ans. Alors, le prétexte, c'est que l'idée qui est véhiculée est la suivante, c'est que le monsieur et la mère de la fille disent que c'est parce qu'elle pisse au lit qu'il faut faire cette pratique pour pour que la fille ne puisse plus au lit, oui, on suce ses seins en public. Oui, oui. Et c'est son tuteur qui suce ses seins. Oui, il faut que quelqu'un d'autre... Ça, on vous dit ce que nous vivons au Cameroun, dans les filles, je vous assure. Nous, en tant que psychologues, si nous vous rendons compte de ce que nous vivons, des situations que nous vivons au Cameroun. Bon, c'est cette situation... C'est dans quelle tradition que... Cette situation... Ça dit que c'est quelque chose de terrible. Mais moi, je suis un peu curieux. Et je vais un peu dans le sens de la spiritualité. Parfois, quand les gens trempent, comme on dit au quartier, ils font usage de toutes les ruses pour satisfaire les pressions auxquelles ils font face. Moi, je pense que beaucoup de comportements, beaucoup de manifestations, beaucoup de scènes que nous vivons dans nos foyers aujourd'hui témoignent tout simplement du fait que les gens sont sous pression. Très bien. Les gens ont cédé. Quel est le conseil que vous donnez à cette jeune fille? Le conseil que je lui donne rapidement, c'est de quitter cette maison. Mais elle n'a pas les moyens. C'est ça le problème, M. Parfaïzi. Ne pensons pas que l'argent doit être au-dessus de tout. Il y a des sacrifices. Et quitte la maison, alors elle va où? Il y a des sacrifices qui valent la peine. Il y a des sacrifices qui valent la peine. Au lieu d'entrer dans ce jeu malsain, moi je préfère qu'elle quitte cette maison, même si elle doit arrêter avec ses études, même si elle doit faire autre chose, même si elle doit aller dans n'importe quel autre environnement, mais que urgemment qu'elle quitte cette maison. Et maintenant, la famille, si la famille n'adhère pas, elle doit interpeller les membres de sa famille afin qu'une réunion se fasse pour mettre les points sur les i, pour donner des consignes et pour punir
et même pour intimider ce monsieur et sa femme. On intimide un monsieur qui a de l'argent. Pourquoi pas? Il faut qu'on en arrive. Il faut qu'un jour qu'on pense à arriver à cette situation où les gens qui vont venir parler de cette affaire, qui va payer leur argent de transport pour rentrer au village? C'est ça le problème. Moi, je pense que actuellement, la fille doit urgemment quitter cette maison. Très bien. Et si elle doit y rester, qu'elle y reste avec des règlements, des normes bien fixées, les normes selon lesquelles cette famille-là, ce monsieur ne doit pas l'accoster autrement, ne doit pas coucher avec elle. Alain Douk, je vous passe également la parole. Selon le psychosociologue, ce n'est pas bien au niveau moral, c'est pas bon. La fille doit partir de cette maison. Entre-temps, quand même, nous restons en Afrique. Hein, nous avons une panoplie d'exemples comme cela, où le monsieur a épousé une grande sœur et une petite sœur. Il n'y a pas eu de quoi fouetter un chat. Ça a même été de très bons couples. Les enfants sont nés. Beaucoup sont même devenus ministres par la suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vraiment un problème en tant que tel lorsque tout est bien organisé? Vous vous rendez compte au travers de cette dénonciation que l'argent est le Dieu de ce monde. Mais un Dieu alors qui a fini par nous avilir, par tout prostituer, par tout dégrader. En réalité, c'est le schéma dans lequel nous sommes désormais et ce schéma est irréversible. Je m'adresse aux femmes, elles s'étonnent que sous d'autres cieux, et peut-être de façon quasi généralisée déjà, on les chosifie. Parce que justement, elles se sont donné une valeur marchande. Alors, si vous vous mettez au rang de choses, on vous traite comme une chose. Ce qui fait de nous des âmes, des êtres, ben, c'est non seulement c'est un nombre de femmes. Moi, je constate que tu as choisi de donner ta réponse. Hein. Je t'ai posé une question. J'en viens. Je vais répondre à ta question. Il faut être ordonné. Oui, je vais répondre à ta question. Parce que ce que vous êtes en train de voir en réalité, c'est la manifestation de la toute-puissance de l'argent. Des gens à qui on ne sait pas comment dire non, tout simplement parce qu'ils sont puissants. C'est ce qu'on voit avec l'aîné de la fille. Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a complicité de la famille à la plus grande échelle? Ça, je ne peux pas encore me prononcer. Ça peut être une réalité liée à l'écosystème du foyer en question immédiatement. Mais on voit que l'aînée n'a pas de retenue. Elle n'a pas de digue éthique et morale. Et elle va entraîner en réalité la petite sœur dans la même dynamique. Je tiens à vous dire que quelque part dans le Pentateuque quand même, pour ceux qui sont, qui accordent encore du crédit à la parole de Dieu, la Bible, il est dit que du vivant de votre épouse, vous n'avez pas le droit d'épouser une de ses sœurs. Vous n'avez pas le droit. Bon, il peut arriver qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, je parle, c'est la Bible qui le dit. Je cite quand même, j'ai dit pour ceux... Ça le dit aussi dans le Coran. Voilà, je dis que pour ceux qui sont... Les gens cherchent des... Pour ceux qui sont qui accordent de la créance à la Bible, sachez qu'il est dit que vous n'avez pas le droit de voir la nudité de la sœur de votre femme tant qu'elle est vivante. C'est pas possible. Dieu a mis une restriction morale à ce niveau-là. Et on voit que les gens sont maintenant, notamment ceux qui ont de l'argent, dans la dynamique du brisement des codes et des digues éthiques et morales. Et je ne serais pas surpris, parce que cette dynamique de l'inversion, je l'appelle l'inversion, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une disposition morale ou spirituelle qui dit on ne fait pas ça, vous allez voir qu'il y a une catégorie de personnes qui s'arrangent toujours à faire la chose contraire, c'est-à-dire ils inversent les valeurs. On ne va pas avec son enfant, ça s'appelle de l'inceste, ce n'est pas permis. Ils inversent les valeurs, vous allez retrouver un jour, eux ils vont avec leurs enfants. D'accord? On ne va pas avec les bêtes, vous les retrouvez, ils vont avec les bêtes. On ne va pas avec quelqu'un du même sexe, ils inversent les valeurs. Ils sont dans la dynamique effrénée de l'inversion. Est-ce qu'on n'est donc pas là, dans le cas d'espèce, en présence d'un homme qui est dans la chapelle des champions de l'inversion? Est-ce qu'il n'y a pas un arrière-plan, je sais pas moi, mystique, cabalo-mystique dans ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il n'appartient pas... Vous voyez le mysticisme partout. Mais pourquoi pas? Vous voyez le mysticisme. C'est l'occulte qui gouverne le monde, tu devrais le savoir. Depuis que la grande sœur est dans ce foyer-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a toute une littérature aujourd'hui pour attester qu'en réalité c'est l'occulte qui gouverne le monde. Et je peux te rassurer que notre misère morale et mentale est liée au fait que les gens sont passés de l'autre côté. Alors, quel est le conseil qu'on donnait à la jeune dame? Ben, qu'elle dégage de là. Et pour aller où? Elle rentre au village. Mais attends, elle est la seule. Elle va planter le macabo, c'est ça? C'est le seul membre de la famille, sa soeur, c'est le seul membre de la famille. Qui est prête à l'accueillir.
Qui est près de... Elle sortait d'un département, donc patronne d'un village. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle reste là? Non, moi je te pose une question. Non, moi j'ai des... Parce que c'est bien beau de dire que bon, qu'elle parte de là. Mais non, elle part de là, elle va où? Je t'ai posé aussi une question. C'est le seul membre de la famille, là, son aîné. D'accord. Non, lui pour... Non, vraiment, d'abord... je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'ils ont dit sur l'inversement des valeurs, de l'argent et tout ça. Mais non. Si vous allez dans l'anthropologie des sociétés africaines, notamment même chez les femmes victimes, vous verrez qu'à une époque, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents se passaient même les épouses. Tout à fait. Des enfants, ils naissaient. Tout à fait. D'accord? C'était su du village. Il n'y avait pas de l'argent en cette époque. Il n'y avait pas... Personne ne parlait d'un inversement de valeur. Et les communautés vivaient en paix et en harmonie. Sauf qu'on actualise le discours. D'accord. Je prends en compte ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, si vous enlevez, dans ce cas-là, l'aspect que la fille n'a pas été brutalisée, elle n'a pas subi une pression particulière. Il y a eu une proposition sur la table. C'est à elle d'en juger, puisqu'elle est majeure. D'accord? C'est à elle d'en juger, de prendre Monsieur une décision. je vais quand même vous dire un truc. Hein. Nous sommes tous des Bantous. Et je tiens à vous dire que ce qui est vrai chez vous n'est pas forcément vrai chez d'autres Bantous. Parce que ce qu'il fait là, moi je connais des ennemis ici où c'est pas permis. Et c'est des ennemis Bantous aussi. Donc si ça, il y a une permissivité chez vous à ce sujet, c'est-à-dire qu'un homme peut venir dans la famille prendre toutes les sœurs, ben écoutez, il y a des ennemis Bantous toujours où ce n'est pas possible. Non, je vous explique ça. J'ai une belle famille. Est-ce qu'il a pris toutes les sœurs? Non, j'explique. Non, je dis ceci. J'ai des Bangvelés que je connais qui ont épousé une de mes sœurs. Je me rappelle qu'à l'époque, je vivais chez le bel oncle en question. Il y avait une de ces jolies nièces qui finalement me faisait un peu un jeu. Ah, m'a dit stop, gars, c'est ta sœur. Ah bon? Je dis stop, parce que vous êtes parenté. Non, écoute, l'une des plus grandes familles. Elle n'est même pas dans mon âge. Il n'y a qu'une alliance qui nous lie. Mais tu vois que ça causait déjà problème. Chez eux, ça cause problème. Ça ne se fait pas. Lui, Paul Bouchutri, on passe la parole à Pierre. L'une des plus grandes familles du Cameroun, il y a un cousin qui a épousé la femme de l'autre. Vous savez, ça n'a posé aucun problème. C'est l'une des plus grandes familles. Justement, je relevais ça. Et ce n'est même pas un problème d'argent, puisque tout le monde est riche dans cette famille, ou tout le monde baigne dans la richesse dans cette famille. Ici, il est question. Il peut même vous arriver de draguer la cousine de votre femme sans le savoir. Très bien. Pierre Blériot Niamey, je connais également un président de la République africaine qui avait épousé des jumelles. Il n'y avait pas eu de problème. Moi, j'ai oublié volontairement son nom. Donc, pour l'instant, s'il est établi, peut-être qu'il n'y a pas de pratique de sorcellerie dans cette proposition, est-ce que c'est grave? Ok, ça c'est mon point de vue que vous recherchez. Bien sûr. En général, les gens qui ont de l'argent veulent briser les interdits. Ils veulent avoir tous les fantasmes parce qu'ils ont de l'argent. On parle là de quelqu'un qui a de l'argent. Vous verrez un peu ce que M. Toua nous a décrit. Quelqu'un vient, on sait qu'il est venu doter une sœur, et puis il se retrouve sur la deuxième sœur, et les gens disent la fête continue. The show must go on. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que tu vas nous enlever la nourriture de la bouche? Parce que non, vous voyez effectivement que le matérialisme prend le pas. Moi, ce que j'ai dit à la jeune fille, c'est que chaque femme, chaque personne a son partenaire. Elle a aussi probablement son mari qui l'attend quelque part. Qui peut être aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui peut-être demain en aura. Et que la finalité même du bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Elle est en 3e année dans cette école de formation. On n'a pas dit qu'on allait la chasser de la maison si elle n'acceptait pas. Je lui ai suggéré de terminer son année tout en faisant savoir à son beau-frère qu'elle n'est pas d'accord et à sa sœur pareillement. Parce que ce n'est pas en marchant sur les étoiles des autres que vous trouverez la vôtre. Quand la vie a été tracée, l'étoile de chacun est devant lui. Qu'elle suive sa propre voie. Ce monsieur a des fantasmes liés au fait qu'il a les moyens. Il s'achète tout. Et tout le monde. Je suis quasiment convaincu que la maman ne serait pas contre. C'est-à-dire que, oui. La maman des deux filles. Oui, puisque elle a envoyé déjà sa première fille. Vous savez, elle veut le bien-être de ses enfants. Non, vous pouvez avoir un beau-frère qui a beaucoup d'argent, mais qui est en même temps quelqu'un de respectueux et d'éthique. Lorsque vous acceptez un beau-frère qui a beaucoup d'argent et qui n'a aucune autre valeur,
c'est que vous-même, dans votre famille, vous n'avez pas d'éthique. Je ne vais pas dire, moi, je ne peux pas supporter un beau-frère qui est mal poli, qui est prétentieux, juste parce qu'il a beaucoup d'argent. J'ai des beaux à qui je ne rends jamais visite. J'ai un particulièrement, je ne vais pas chez lui. Je ne vais pas chez lui parce qu'il est méprisant. Bon, moi, il ne me méprise plus aujourd'hui. Parce que les choses ont... Bon. Tu es déjà un junju. Non, mais c'est quelqu'un qui, à la base, est méprisant. Vous arrivez chez lui, il est dans sa chambre. Il sort 40 minutes après. Il sort... il te salue à peine. Non, pendant qu'il ne te salue même pas, il se met à parler directement à sa femme. Que depuis que je suis là, j'entends du bruit. Bon. Mais ces autres beaux vont là-bas parce qu'à leur retour, il y aura quelque chose. Bon, moi, je ne vais pas chez lui parce que moi, je ne supporte pas quelqu'un qui est mal éduqué. Donc, beaucoup de familles disent que va là-bas, va nous travailler l'argent. Et quand même tu appelles la belle-mère pour dire que ta fille souffre ici, elle te dit non, vraiment qu'elle supporte, il y a l'argent. Il y a donc des gens qui sont dans cette logique. Mais je dis à cette jeune fille, elle n'est pas obligée de suivre la mauvaise voie de sa mère et de sa sœur. Elle peut se créer sa propre voie à elle, une voie éthique. Très bien. Elle trouvera peut-être un mari qui a de l'argent ou qui n'en a pas, mais elle sera plus heureuse. Parce qu'une femme ne peut pas être heureuse d'accepter comme ça qu'on est avec sa sœur. Non, c'est qu'on l'a déjà chosifié. Il y a des hommes qui parlent à leur femme, quand ils ont de l'argent. Tu sais, tu me donnes ton... Moi, je connais des hommes qui te disent à leur femme, tu me donnes ton ami là, tu me donnes... À prendre ou à laisser puisqu'il a de l'argent. Merci Blériot. Lisons les nombreuses préoccupations et contributions de nos téléspectateurs. Bonjour, le l'idole de la modération. Non. Pour l'instant, je dis non. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, vraiment. L'idole ou l'idole? Non, non. Bon, non, l'idole. Ce n'est pas le moment. Et Y, il veut faire allusion. Mais je comprends, ce n'est pas le moment. Qui règne sur les petits noix faux de la présentation. Pour la dénonciation, le jeton doit se conserver en famille. Ce Balthazar aime la famille. Voilà. Et on le lui rend aussi bien en lui ajoutant un petit bonus de chair. Bien de choses aux démineurs. C'est Douala de Kosovo. Le type, s'il pourrait même être le type là. Incroyable. Non, c'est un bonus de chair. Voilà. Bonjour, parfait. Très heureux de vous retrouver ce matin. L'histoire de ce matin est en même temps drôle et bizarre. Malheureusement, nous sommes là encore dans ce que j'intitule le pouvoir de l'argent. Il n'y a rien de mystique dans cette affaire. Aucun riche n'est monogame. Donc, ma petite, sois moins naïf. Ta famille est déjà au courant. Les grands-pères du village attendent déjà la dot. Les cousins et cousines attendent déjà le fafio. Tu as donc deux hypothèses. Soit tu quittes cette maison en gardant tes bonnes valeurs et tu assumes ce qu'il adviendra après. Soit tu cèdes et tu deviens la deuxième femme de ce monsieur. Bonne journée. L'adorateur Ouan depuis Yaoundé. La deuxième femme, elle rentre directement dans le testament aussi. Un autre message là. Que lui pour le papa en termes de testament. Alors bonjour parfait, que le sujet ne soit pas à l'ordre du jour. Permets-moi de m'interroger sur le silence abasourdissant du ministre des Affaires sociales et d'autres personnalités politiques sur le crime odieux sur Matisse, un petit ange qui ne voulait rien d'autre que de vivre. Silence des partis politiques d'opposition qui écument les médias en longueur de journée clamant haut et fort et qui sont avec le peuple. De quel peuple parle-t-il? Celui qu'ils veulent instrumentaliser quand il s'agit des élections, mais quand ce peuple subit des actes violents et des délires et des dérives, on ne les voit pas. La vie humaine n'est plus au centre des préoccupations de nos dirigeants. C'est signé Cyril. Autre message ce jour, nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour les démineurs. Parfait, tu ne vois pas que Dagobert rime avec Adalbert. C'est Daryl depuis Ndazoa. Ça s'arrête au niveau de la rime. Voilà. Je dis que ça s'arrête qu'au niveau de la rime, vraiment. Nous sommes concentrés ici. Hein. Prenons rapidement cet autre message. Bonjour le sac de modérateurs.
Vraiment, ce monsieur manque de respect à la famille. Et comme Bleru Nyemek dit, la famille d'en face n'a suffisamment pas de valeur. Les gens sont au courant, car le village connaît déjà qu'il y a l'argent. Et si elle rentre au du village, elle sera larguée. C'est Joseph depuis Mimboman. Autre message ce jour, hein. Nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour au panel. Bonjour, oh là là, quelques petits soucis, mais c'est bon. Bonjour à tout le panel des démineurs. La situation de la jeune fille est très complexe, mais le conseil le plus pur pour l'heure est qu'il faut qu'elle parte de là, car garder son intégrité n'a pas de prix. Et parfois, il faut savoir renoncer à certains privilèges pour garder nos bonnes valeurs. Quentin Bela, depuis Yaoundé, qui envoie cette préoccupation. Nous prenons rapidement un autre message. Hein. Alors, que dit ce message? Oh, des petits soucis. Nous y reviendrons, mais nous marquons d'abord une touche pause. Hein. La pub. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités et salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Citoyen, Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Auto à l'extrême nord du Cameroun. Après Yaoundé, Douala, Bafoussam, Gaoundéré, le prophète du Cameroun arrive à Maroua. Un événement stratosphérique. Et papa, depuis combien de temps tu cherchais bébé? Depuis 28 ans. Depuis 28 ans? Oui. Que tu cherchais un enfant? Oui. Hey, on peut coucher. Oui. J'ai prié pour toi et tu étais enceinte. Oui. Combien de mois de grossesse? Auto à Maroua, les jeudis 22 et vendredi 23 mai 2025, au stade de Yaya Daïro de Maroua.
Vivez la grande croisade de délivrance et de guérison sous le thème destruction des malédictions générationnelles, avec la présence des autorités spirituelles requises pour la circonstance, de l'homme de Dieu mandaté par le ciel pour t'apporter la parole de connaissance, pour transporter dans ta vie la puissance de régénérescence. Papa Otto, l'apôtre Charles Passot, accompagné de la bienheureuse Mama Otto. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres graines de Mucuna prurienne qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique et chez nos partenaires. Contact 698 65 02 17 651 78 80 02. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché sauce et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfiré Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme monsieur Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, la longévité. Jean Patient Tchala, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à vos invités. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Surtout quand je vous suis à bonne distance avant de venir ici en plateau. Je suis émerveillé par les arguments qui sont mis sur la table et tout ce qui est dit. C'est magnifique. Tout vraiment. À fait. C'est ça, l'espace miné. Hein. Oui, l'espace est vraiment miné. Et il y a même des mines antipersonnelles. De toutes les façons, lorsque nous recevons Jean Patient, cela signifie que nous devons déjà parler de la Masso. Alors, bientôt, le 5 juillet, les tickets de tombola sont-ils disponibles? Oui, les tickets sont disponibles. C'est bien que vous posiez cette question parce que ceux qui ont souscrit déjà le 26 000 doivent savoir qu'ils ne doivent pas attendre la date du 29 juin, qui est la fin des souscriptions, pour retirer les tickets tombola. C'est maintenant qu'il faut retirer vos tickets de tombola dans les agences Renaprove Finance SA. Il y en a 14 à Yaoundé, mais sur l'ensemble du territoire national, 29. Donc là où vous savez que vous avez souscrit, allez immédiatement retirer votre ticket de tombola. N'attendez pas la date du 29 juin. Il se fera tard. Et ça permet d'éviter également les bousculades, les dernières minutes. Le ticket tombola, vous le retirez. Et dessus, c'est une astuce, veillez à ce que votre nom soit écrit de façon lisible. Si c'est parfait à ici, qu'on puisse lire parfait à ici. Surtout que ça sonne bien. Hein. Oui, bon, vous savez. Que ce soit bien écrit, qu'on voit à ici, bien écrit, A-Y-I-2-S-I, et non autre chose. Parce que pendant le tirage au sort, vous pouvez louper s'il y a confusion avec votre nom, on lit à ISO, alors que c'est à ici, non, ça ne donnera pas. Et on va mettre de côté votre tirage. Donc, veillez à ce que votre nom soit bien écrit et que l'offre choisie aussi soit bien écrite. Si c'est matériel roulant, voiture, taxi, que ce soit écrit voiture, taxi. Parce qu'on a parfois des petits malins qui viennent, quand on les tire au sort, ils n'ont pas écrit sur le ticket de tombola. Après, quand on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le lâcher, c'est quand même mutualiste.
Il dit non, mais j'avais choisi le car. Mais quand pas vérifié, c'est le taxi qu'il avait choisi. Donc on peut tomber dans les mêmes travers. Donc soyez clairs. Exigez même que nos agents de Renapo Finance SA écrivent à votre place si vous avez des difficultés. Et exigez qu'ils écrivent de façon lisible, que vous-même vous puissiez lire. Sinon, le 5 juillet, pendant le tirage au sort, nous allons dire on passe. C'est-à-dire qu'on tirera quelqu'un d'autre à votre place et l'offre va revenir à une autre personne. Donc c'est une précision très importante. Jean Patient, lorsque vous avez donné cette précision, je pense que vous allez également donner le numéro utile pour d'autres informations, pour d'autres précisions concernant la Masso Acte 5. Alors je rappelle d'abord que le 29 juin, c'est la date limite des cotisations. Donc ceux qui n'ont pas encore atteint le cap des 26 000 doivent le faire maintenant et accélérer le processus parce qu'il n'y a plus de temps. Le 29 juin n'est pas loin. Mais si vous voulez encore plus d'informations sur d'autres mécanismes de fonctionnement de la Masso, vous m'appelez au 6 93 93 02 31. On peut reprendre 6 93 93 02 31. Et prenons rendez-vous pour le 5 juillet au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé dès 7 h du matin. Pour le dépôt des tickets de tombola dans les urnes transparentes. Et à 11 h 30, on finit avec cette étape. À 12 h, on commence le tirage au sort qu'on achève à 18 h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Voilà. Jean-Patient Diala, nous vous disons infiniment merci. Merci, à mercredi prochain. À mercredi 11 h. Une touche pause. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme fétiche Espace Miné, 10h, 11h52. Nous passons à la dernière ligne droite de ce programme, c'est l'instant de l'analyse et nous parlons de ces Camerounais de la diaspora parce que nous sommes mercredi diaspora. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, une interrogation est posée sur la table. Les Camerounais de la diaspora sont-ils marginalisés? C'est la problématique principale de ce matin et nous commençons par Louis-Paul Toi. Louis-Paul, toi qui as l'habitude d'aller de l'autre côté pour tes activités, avez-vous l'impression, lorsque vous causez avec ces Camerounais de la France, de la Belgique, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada et que sais-je encore, même du Tchad aussi, c'est toujours la diaspora, avez-vous l'impression qu'ils soient marginalisés? Oui, tout à fait. La diaspora fait d'ailleurs très peur. En plus du fait qu'elle soit marginalisée, elle fait peur parce qu'il y a des mesures qui auraient dû être prises pour permettre à ce que cette diaspora apporte l'expérience qu'elle a ici. Mais on a peur d'elle parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont issus de la diaspora. En commençant par le chef de l'État lui-même, il est issu de la diaspora. Et ils ont tout simplement peur que cette diaspora vienne les renverser. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'elle est marginalisée. Parce que, comment comprenez-vous que jusqu'à présent, depuis le retour du multipartisme au Cameroun, qu'il n'y ait jamais eu de députés des Camerounais de l'étranger, qu'il n'y ait jamais eu de sénateurs des Camerounais de l'étranger, qu'il n'y ait pas un secrétariat d'État ou tout un ministère même des Camerounais de l'étranger. Vous devrez comprendre que cette diaspora fait extrêmement peur parce qu'elle est structurée intellectuellement et elle a les moyens pour réaliser un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'elle est totalement marginalisée. Quand vous regardez, bien que le président, j'ai compté ses multiples séjours à l'étranger, il n'a jamais reçu cette diaspora. Alors, on ne dira pas quand même jamais. Je me rappelle en 2011, le président Paul Biya avait reçu ces Camerounais de la diaspora. À l'étranger? Bien sûr, à l'étranger. Je n'ai pas cette information-là.
Et même s'il a fait, c'est très marginal, parce que il doit avoir un dialogue permanent entre cette diaspora et le Cameroun. Si vous prenez simplement un seul secteur. En quoi est-ce que vous voyez cette marginalisation? Mais je vous ai donné des exemples. Vous n'avez aucun député des étrangers. Vous n'avez aucun sénateur des étrangers. Vous n'avez pas un secrétariat d'État qui s'occupe de ces questions-là. Dans tous les autres pays, même les pays les plus développés, d'accord, il y a un ministère qui s'occupe des étrangers. Il y a un député qui s'occupe des étrangers, ou des députés qui s'occupent des compatriotes qui vivent à l'extérieur. Ici, ce n'est pas le cas. Vous allez chuter. Je vous prends un exemple. Je voulais vous prendre un exemple. Vous voyez, chaque année, dans le budget de l'État du Cameroun, il est prévu une enveloppe de 200 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires. Alors que le Cameroun compte, rien qu'en Allemagne, 4700 médecins spécialisés dans tous les domaines possibles. Vous voyez que s'il y a un dialogue avec cette diaspora, d'accord, elle peut venir rendre des services et l'État économisera 200 milliards de francs CFA. Vous voyez? C'est parce que le dialogue, il n'y a pas un cadre de dialogue, il y a des petites initiatives, mais qui ne viennent pas du gouvernement. Combien de fois on a convoqué un forum ici sur la diaspora? Aucun. Je vous prends un exemple. Il y a eu un forum sur la diaspora au Cameroun, hein, je pense que c'était en 2008. 2010. Oui. Lorsque le chef de l'État avait convoqué, et vous avez entendu... Pas de fruits, pas d'atout. Vous avez entendu ce que l'ancien président de la Commission européenne avait dit? Vous avez écouté son discours? Il interpellait les pouvoirs publics à faire beaucoup plus, à mettre un cadre, d'accord, légal, c'est-à-dire une passerelle qui permettrait un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et la diaspora. Très bien. Merci lui pour le tour. De toutes les façons, tous les mercredis, nous avons choisi sur Espace Mini de parler de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur parce que nous pensons que leur voix porte et qu'ils ont leur mot à dire lorsque nous devons construire cette nation camerounaise. Professeur Noussi, à un moment donné, vous avez aussi fait partie de la diaspora. Hein. On dira cette diaspora intellectuelle. C'est de ce côté que vous êtes allé soutenir votre thèse de doctorat. Vous l'avez d'ailleurs soutenu brillamment et vous êtes revenu au pays pour enseigner vos petits frères au niveau de nos universités. Alors, lorsque nous parlons de cette marginalisation, lui, Paul a énuméré quelques faits, selon lui, marginalisants. Avez-vous d'autres faits? Ou alors, maintenant, pourquoi le Cameroun, quand je parle du Cameroun, c'est l'ordre gouvernant, s'entêterait, vous mettez les guillemets à s'entêter, à ne pas véritablement vouloir ouvrir, à donner une part belle, entre guillemets, à cette diaspora? Je vais dire, peut-être en guise de surprise, que la diaspora camerounaise est très volontaire déjà. Parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils travaillent très dur déjà. Ils se donnent énergétiquement et beaucoup veulent rentrer au Cameroun. Parce que je me souviens la dernière... Contrairement à ce que nous croyons. Oui, je me souviens de la dernière causerie que j'ai eue avec des amis là-bas. Un me disait s'il a un salaire oscillant entre 500 et 600 000 rentrées. Parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir à être chez soi qu'à être à l'extérieur. Maintenant, dans le contexte aujourd'hui, cette diaspora peut se sentir marginalisée. Je vais prendre un cas. C'est quelqu'un derrière que vous connaissez très bien parce qu'il me parle bien de vous. C'est un de mes voisins. Il vient au Cameroun avec un projet. Son projet, c'est de mettre en place un certain nombre de logements sociaux. Mais à la longue, il a le financement. C'est-à-dire qu'il est en Espagne, on lui a donné le financement, il a de l'argent, il va investir dans son pays. Il vient rencontrer une grosse machine camerounaise qui ne valorise pas, qui va pas dans le sens de mettre en place ces logements sociaux qui devaient rendre service aux Camerounais. On peut prendre beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de gens qui viennent investir au Cameroun qui vous disent que les impôts sont élevés et que parfois, lorsqu'ils ont en face d'eux les étrangers, ceux-là sont plus considérés qu'eux. Ça montre que quelque part, cette diaspora est exclue, elle est marginalisée. Maintenant, cette diaspora est également marginalisée. Pourquoi? Parce que il y a des politiques qui sont mises en place. Si vous allez au ministère de l'administration territoriale, il y a une sous-direction ou toute une direction qui est consacrée à la diaspora. Maintenant, quelles sont les actions les plus urgentes? Quelles sont les actions les plus concrètes? C'est à ce niveau-là qu'on ne les voit pas suivre. Mais disons-le, moi j'ai assisté, ça fait 2 ans, à ceux-là qui se disaient les élus. Les Camerounais qui sont élus à l'extérieur, qui ont été accueillis ici par le ministère de l'administration territoriale et qui ont participé, qui ont donné. Mais maintenant, est-ce que la voix de la diaspora porte?
C'est sur ça que je vais apaisantir mon analyse. Cette voix de nos jours ne porte pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être à l'extérieur, ils ont copié les mentalités d'ailleurs. Ils se mettent dans une posture et c'est pourquoi parfois leurs revendications, leurs idées, leurs propositions ne portent pas. Parce qu'ils entrent dans une casquette qui n'est plus celle, dans une mentalité qui n'est plus celle de ceux qui restent au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y aura une manière de parler à un président de la République. Il y aura une manière de parler à un ministre. On n'ira pas peut-être se placer devant l'hôtel d'un président pour le chasser et observer tout ce qu'on observe. Mais cette diaspora a une participation et qui devrait porter, et qui porte d'ailleurs. Il y a trop d'investissements de notre diaspora. La diaspora camerounaise, c'est une diaspora qui aime son pays et qui veut investir au Cameroun, et qui investit d'ailleurs au Cameroun. Parce qu'on compte entre 2000 et 2500 milliards de francs CFA. Je pense peut-être les chiffres sont un peu excessifs. Entre soit c'est 200 à 300 milliards que cette diaspora envoie au Cameroun pour peut-être pour leur famille, pour certains autres investissements. Mais disons-le, il faut un dialogue franc, il faut une synchronisation idéologique entre ce que pense la diaspora et ce que pense le Cameroun. Si oui, ils ne vont pas s'entendre et c'est pourquoi cette diaspora peut avoir le sentiment d'être marginalisée. Et oui, elle est vraiment marginalisée sur le plan politique, sur le plan sanitaire. On a parlé de près de 4500. C'est ça seulement le cas de l'Allemagne. On parle seulement le cas de l'Allemagne, n'allons pas prendre le cas du Canada. Et plus de 1500 ingénieurs de très haut niveau. Qui veulent, en fait, le problème ne sont pas qu'ils soient à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'ils marginalisés. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils arrivent au Cameroun, ils ne sont pas considérés. Si on reste sur le conseil de marginalisé, c'est le fait de ne pas être considérés, de ne pas être inclus, de ne pas être acceptés. Leurs idéologies, leurs pratiques, leur participation ne sont pas considérées. Et malheureusement, ça a un frein pour nous. Pourquoi? Parce que, je vous assure, on ne peut pas construire le Cameroun seulement en restant à l'intérieur. On doit avoir une forme de synergie d'idées, de synergie de pratiques qui vont venir également de l'extérieur. Mais ce que nous reprochons à cette diaspora, c'est de vendre l'étiquette Cameroun. Parce que le plus souvent, beaucoup, malheureusement, ne vendent pas l'étiquette Cameroun. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes de la diaspora, vous devez être un exemple, vous devez être vraiment des exemples. Il ne faudra plus qu'on voie cette diaspora dans les questions de fémania, de prostitution, dans des questions de banditisme, dans des questions, dans des dossiers vraiment sales. Lorsque la diaspora se retrouve dans des dossiers sales, on ne pourra pas la considérer, elle va se sentir marginalisée, malheureusement. Merci, professeur Noubissier. Nous allons prendre deux Camerounais tout à l'heure de la diaspora, un qui vit du côté de la France et l'autre, la dame, qui vit du côté de la Grande-Bretagne. Mais en attendant, nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a un mot qui revient là, que ce soit chez le professeur Noubissier ou bien chez lui, Paul, le mot dialogue franc, lorsque nous parlons justement de cette marginalisation. Et il pense que ce dialogue franc n'existe pas entre l'ordre gouvernant et cette diaspora. Qu'est-ce qui serait la cause? Pourquoi le dialogue est bloqué? Pourquoi nous ne parlons pas? Vous savez, c'est en fait, c'est-à-dire que même quand vous parcourez des papiers, des articles de recherche sur le sujet, le constat est là. Les autres nations savent tirer le bon parti de leur diaspora et on pose sur le sujet le cas Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, le pays en question est dans le peloton de tête des migrations d'études avec des pays tels que le Maroc et le Nigeria, à ce qu'on appelle les migrants de haute qualité, de haute compétence. On a toute une intelligence qui est reconnue à travers tous les pays, en tout cas les pays qui ont reçu nos immigrés, etc. Donc le Cameroun, ce n'est pas les compétences et les qualités qui manquent. Il y a donc un problème de fond. Et lorsqu'on examine de près, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour établir des passerelles et construire donc ce dialogue. Parce qu'il faut le dire, le dialogue en question relève d'une volonté politique. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique suffisante, il n'y aura pas de dialogue. Parce que c'est le politique qui prend l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez regarder notamment sur la question de ce que notre immigration de la science pourrait nous apporter. Vous allez voir que des pays tels que l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée ont su tirer le bon parti de leurs immigrés. Est-ce que nous sommes le seul pays avec des immigrés? Pourquoi les autres arrivent à tirer le bon parti de cette immigration et
appeler à contribution je veux dire quoi, leurs concitoyens de l'étranger à mettre en œuvre la dynamique du développement au pays. Pourquoi ça coince avec le Cameroun? Il y a un problème. Quelqu'un a dit là tout à l'heure que, écoutez, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui sont issus de la diaspora, c'est vrai. Oui. Et ils connaissent donc ce que vaut la diaspora, parce qu'eux-mêmes, ils se sont construits étant à l'étranger, et l'étranger les a canalisés et les a imposés ici. Ils connaissent que les gars de la diaspora, outre la problématique de la compétence, ils ont le carnet d'adresse, ils ont des contacts diplomatiques. D'accord. Ils ont même les moyens financiers. On a des Camerounais qui, en d'autres devises, sont des millionnaires, possiblement des milliardaires. Vous imaginez, un gardon dans un tel contexte, il arrive ici, il met en œuvre un projet de développement. Les Camerounais voient ce qu'il est capable de faire et la dynamique qu'il impulse. Mais vous savez, dans le champ politique, on va dire, mais si ce gars est capable de bien faire dans le segment d'activité qu'il a choisi, est-ce qu'on ne pourrait pas, s'il a des ambitions politiques, essayer de voir s'il peut gouverner aussi bien le pays? Or, l'homme politique, lui, voit tout, la plupart du temps, sous l'angle de la conquête ou de la préservation du pouvoir. Tous les intérêts particuliers ou même nationaux viennent en second. Et c'est ça donc qui est en train de tuer la plupart du temps le pays en ce moment. C'est-à-dire que c'est la philosophie politique, en réalité, de ceux qui gouvernent, qui nous mettent à mal. Parce que s'ils avaient une grande vision, dans le sens de dire non, il y a un Cameroun et le Cameroun transcende nos ambitions politiques, nous n'en serions plus là. Il y aurait un dialogue franc, il y aurait une ouverture, on ferait tout pour mettre à contribution ce que nos concitoyens de l'étranger ont apporté. Et tout le monde reconnaît à travers la terre que des gars sont compétents. C'est un pays de personnes intelligentes et compétentes. Alors comment vous pouvez avoir un tel peuple et vous n'en profitez pas? On comprend donc que même s'il n'y a pas de preuve administrative d'une volonté véritablement de verrouiller le système, dans les conséquences, on comprend à tout le monde que vous ne voulez pas que ces gens se rendent utiles pour leur pays. Or, ils ne demandent que ça. Et vous voyez, l'atmosphère est tellement délétère. On a cité des exemples des gens qui viennent et on fait tout pour qu'ils passent une mauvaise expérience au pays une fois qu'ils sont là. Les problématiques de corruption, les difficultés aussi notamment sur le plan du transfert des financements, etc. Ça ne vient pas aider. Si on a de l'argent à l'étranger par nos compatriotes de l'étranger, mais ils ne peuvent pas facilement les transférer au niveau du pays pour faire ce qu'ils voudraient faire pour développer le pays. Ça, c'est un problème et la diplomatie camerounaise devrait se mettre en œuvre pour essayer de créer ces facilitations. Et on voit que jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, merci. Alain Douk, nous partons du côté de la France, où nous attend Louis Fernand Chamoko. Louis Fernand, bonjour. Louis Fernand Chamoko, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Parfait ici. J'ai un problème de retour en studio. Je n'arrive pas à bien avoir Louis Fernand et pourtant il est bien connecté. Louis Fernand Chamoko, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Parfait ici. Je vous entends très bien. Alors, nous parlons ce matin de la diaspora. Je souligne que vous êtes PDG de LFT International du côté de Lyon. Avez-vous l'impression que vous de la diaspora, vous êtes marginalisé au Cameroun? Jean-Jérémy Minken qui regarde l'émission. Pour revenir sur la thématique, est-ce que la diaspora camerounaise est-elle marginalisée? Je pense que ce serait un grand mot de dire que la diaspora camerounaise est marginalisée. Mais je reconnais qu'il y a un malaise. Il y a un gros malaise dans la diaspora camerounaise. Il y a une partie il y a une partie de la diaspora qui ne sont pas valorisée, parce que dans la diaspora, il y a de tout. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des employés, vous avez des ingénieurs, vous avez aussi des voyous, il y a de tout dans la diaspora. Donc pour revenir à ma propre personne, avec LFT International, je ne pourrais pas dire que je suis marginalisé, puisque j'aide
j'aide les sportifs professionnels dans le monde à investir. C'est pas une activité où je pourrais dire que je suis marginalisé. Par contre, j'ai eu des soucis au Cameroun parce qu'après ma carrière professionnelle de footballeur, parce que je suis parti du Cameroun en 1995 pour l'Olympique Lyonnais, après cette carrière, j'ai investi au Cameroun dans les travaux publics. Et ma société s'appelait Afrique Asphalt SA. Et nous avons donné du travail à plus de 650 Camerounais. Mais malheureusement, mon associé au Cameroun a fait distraire tous les biens de la société. On lui reproche, selon l'audit, il aurait distrait plus d'1,650 milliard de francs CFA. Donc vous comprenez que avec ce genre de mentalité, ça peut décourager aussi beaucoup de gens dans la diaspora de venir investir. Louis Fernand Chamoko, nous comprenons que vous avez été roulé. Vous parlez d'une perte là, à hauteur d'1,6 milliard de francs CFA. Vous étiez dans les BTP. Alors, est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez eu gain de cause? J'avais effectivement porté plainte. Les plaintes, je peux dire que j'ai quand même eu gain de cause parce que l'affaire était en instruction au tribunal de première instance de Douala. C'était suivi par le juge d'instruction Ndine Diluc, qui est actuellement procureur du Fundi. Et ce juge d'instruction avait décerné un mandat de dépôt à l'encontre de mon adversaire, mais malheureusement sur le chemin de la prison, ce dernier s'est échappé alors qu'il était sous contrôle policier. Il s'est échappé et selon Cameroun Tribune, il aurait pris la direction de l'Europe. Mais à ma grande surprise, ce dernier, étant en évasion, a réussi à faire annuler cette décision. Non seulement il n'a jamais été en prison, mais il a réussi à faire annuler cette décision de manière extraordinaire. Nous n'avons pas compris comment. Et j'ai été obligé de redéposer une deuxième plainte qui est actuellement en cours au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Mais mon adversaire use toujours de stratagème. Il a fait porter l'affaire à la cour d'appel. J'ai eu gain de cause. Mais par la suite, il a indiqué que la juge, oui. Je pense que c'est une dénonciation. Hein. Nous allons prendre le temps pour mieux enquêter parce que ici sur Info TV, nous prenons d'abord le temps pour enquêter et nous verrons comment en parler puisque les faits que vous posez sont suffisamment graves. Vous parlez d'une affaire d'un peu plus d'1,6 milliard. Les choses qui arrivent dans le Camerounais, la diaspora, vous avez été roulé dans la farine. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, hein? Mais rassurez-vous, on prendra ce problème à bras le corps. Je vous remercie, M. Parfa, ici. Merci Louis Fernand Chamoko, qui est donc camerounais, vivant du côté de la France, PDG de LFT International, du côté de Lyon. Nous aurons également une autre jeune camerounaise au prénom de Corinne, qui est également une formidable battante du côté de la Grande-Bretagne tout à l'heure. Mais en attendant, nous passons la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, on est d'accord que ces Camerounais de la diaspora sont marginalisés, même s'il faut reconnaître avec Louis Fernand que lui ne se sent pas tellement marginalisés. Mais si jamais ils sont effectivement marginalisés, que doivent faire ces Camerounais, eux-mêmes de la diaspora, pour que cette marginalisation, à défaut de s'estomper, mais qu'elle puisse quand même connaître une forte baisse? Oui, mais la marginalisation ou la mise à l'écart des Camerounais de la diaspora porte sur des secteurs particuliers. Le premier domaine ou le premier secteur, c'est la politique. Ouais. Et cela n'est pas l'apanage que du Cameroun. Beaucoup de pays d'Afrique se comportent de cette façon-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un candidat très sérieux à l'élection à venir en Côte d'Ivoire a été déclaré inéligible du fait de sa double nationalité. Il essaie de revenir, donc de remettre en question la nationalité acquise alors qu'il a été ministre. On le bloque
parce qu'effectivement, il fait partie de ceux qui font peur. Vous voyez, c'est des techniques qui sont utilisées chez nous. Tidjam Jam. Tidjam Thiam. Leur façon, voilà. Un brillant. Un très brillant. Un cerveau. Il n'est pas que banquier. Alors, vous voyez, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées dans les autres pays. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, si on a des assurances, mais comment les avoir? Que vous ne partirez pas de l'économie pour la politique, très souvent, selon la loi de Engels, ceux qui acquièrent les moyens économiques de domination recherchent le pouvoir politique. C'est pour cela que les politiciens mettent en œuvre un certain nombre de stratégies pour ne pas permettre la visibilité. Beaucoup de personnes de la diaspora sont donc obligées de travailler au Cameroun à travers des prête-noms. Il y a des structures que vous voyez fonctionner ici, qui sont en fait des structures dont les propriétaires sont dans la diaspora, mais qui nous présentent des individus, avec tous les risques que cela comporte quand ce n'est pas vous-même. Il faut que le jeu politique prenne de la hauteur pour que la diaspora puisse l'intégrer. Maintenant, la diaspora aussi doit travailler sur un certain nombre de leviers. Ouais, lesquels? Elle doit éviter d'être une diaspora qui détruit l'image de marque du pays. Je vais vous dire parfait ici, on vous refusera le visa dans certains pays juste parce que les Camerounais eux-mêmes ont déjà vendu la mauvaise image du Cameroun là-bas. Là, on ne surveille pas les autres, on surveille les Camerounais. Oui. Et c'est un problème. C'est-à-dire que nous devons régler nos problèmes ici. Vous pensez que les Chinois sont trop sérieux quand ils sont chez les gens? Je prends des... Vous pensez que c'est les Américains qui sont trop sérieux? Mais vous ne verrez pas les Américains aller vendre l'image négative. On accorde le visa à un Américain, quel que soit le pays qu'il sollicite, parce que l'Amérique est vue comme un grand pays. Je veux dire que ne sillons pas la branche sur laquelle nous-mêmes nous sommes assis. Ne pensons pas que c'est quand nous serons là que nous rentrerons dans dire que non, c'est un bon pays, nous allons essayer de polir. Réglons nos problèmes parce que nous en avons beaucoup, mais évitons de dégrader. Et cette diaspora, il y a une diaspora qui croit qu'il faut diaboliser totalement le pays. Et on va le réparer quand... D'ailleurs, ils ont dit que cette diaspora-là a dit qu'il faut tout gâter. Les survivants resteront arrangés. Alors, nous allons lire quelques contributions, une fois de plus. Alors, bonjour, Espace Mini. Les Camerounais sont-ils vraiment marginalisés? Je dis non. C'est simplement l'attitude du Camerounais de l'extérieur. Moi-même, j'en étais un. Se fonde souvent sur un complexe de supériorité. Nous voulons être des Camerounais supérieurs, des Camerounais à part, ce qui rend notre accès aux informations vitales difficile. Messieurs Haïti, qui sont restés au Cameroun, ceux qui sont restés au Cameroun ne sont pas des sous-Camerounais. Il faut que les Camerounais de la diaspora redeviennent Camerounais dans leur mentalité. C'est Dissaki de Douala qui envoie cette préoccupation. Nous allons reprendre ces nombreux... nous prenons ce nombreux message. Je vais au +1. Il s'agit des États-Unis. Que dit ce Camerounais des États-Unis? Bonjour, parfait. La diaspora camerounaise est un mixage de durs travailleurs en minorité et juste de fêteurs et branleurs en grande majorité. Ceux qui se plaignent en majorité sont du second groupe cité si haut. Et ceux qui ne parlent pas beaucoup et qui se plaignent moins sont du premier groupe. Ceux-là investissent au Cameroun sans toutefois faire de bruit, même avec tout ce que ceux du second groupe passent le temps à critiquer. Ceux du premier groupe continuent d'investir dans tous les domaines. À cela, je dis de ne plus investir dans l'immobilier. L'agriculture dans le Grand Nord, spécialement à Kayele, est très rentable. Autre message ce matin, nous prenons cette autre préoccupation de téléspectateurs. Alors,
Que dit celui-ci? Good morning, dear parfait Haïti. My greeting to your panel. Le Cameroun est le seul pays africain qui ne connaît pas sa diaspora. Il y a plus de 7000 médecins camerounais à l'extérieur. Je peux vous dire que les plans de développement de la Guinée équatoriale, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et même du Ghana sont réalisés par des Camerounais. Moi-même, après presque 40 ans hors du Cameroun, je me bats pour me faire comprendre. J'ai perdu le péage automatique avec des partenaires sud-africains alors que nous avions la meilleure offre technique et financière. La diaspora est marginalisée. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ces messages. Je pense que Léon, il faudra m'appeler en off. Hein? Nous allons discuter un peu. Partons du côté du 225, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Que dit le téléspectateur ivoirien? Bonjour le panel. Le problème de la diaspora est un produit d'éducation sur les rapports narquois entre ceux qui sont au pays et ceux qui sont hors. Le développement d'un pays n'est pas une monnaie universelle pour chaque fois pour nous comparer avec les autres. Les pays occidentaux sont État depuis 7 siècles, alors que nous, c'est juste 60 ans. Il faut d'abord maîtriser l'intérieur avant de traiter de l'extérieur. Parce que s'il y a diaspora, c'est parce que l'intérieur ne tient pas debout. Il nous faut une diaspora préparée, pensée et non improvisée, ou par découverte de se retrouver hors du Cameroun. Beaucoup de nous sortons du Cameroun par la fenêtre et exigeons revenir par la grande porte, juste parce que c'est la diaspora. C'est Awanagil, le Signas. Donc si tu sors par la fenêtre, tu dois rentrer par la fenêtre. Nous est parti à pied. Hein? Ah non, c'est cynique. Allons au plus 357. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de Chypre. Un téléspectateur donc de Chypre. Bien le bonjour parfait et bon retour. Ce retour tant attendu par tes fidèles téléspectateurs comme celui du grand neuf après sa suspension. Tu restes notre neuf, même si un CNC de jaloux te suspend, tu demeures le meilleur modérateur de ces 20 dernières années au sud du Sahara. Ils vont beau te suspendre, te remplacer par Abou Chouchou, tu restes notre neuf. Parce que comme l'a dit Blériot, tu as ce petit truc qu'on n'apprend pas à l'école et que seuls les génies et certains sages possèdent. Blériot, comment on peut se poser sur une branche rongée par les termites ou alors laisser les autres s'asseoir dessus? On n'a pas besoin de salir ce qui est déjà sale. Incroyable. Alors lisons un dernier message. Hein? Bonjour au conteneur 40 pieds de modérateurs. Toutes les personnalités publiques avisées, quel que soit leur secteur d'activité, hommes politiques, hommes de médias, sportifs de haut niveau, artistes de notoriété établis, devraient être préparés à s'affranchir du carcan de leur vie familiale, privée et leur vie professionnelle publique, car la frontière est très mince. Il est totalement impensable, voire impossible de dissocier l'image de cet artiste de celle de son père. Bon, nous ne sommes plus sur ce sujet. Alors, on revient rapidement sur le plateau. Hein. Léopold, toi, quelques propositions pour que ces Camerounais ne soient plus marginalisés, parce que nous sommes tous fils et filles de ce pays, même si à un moment donné, nous sommes partis de l'autre côté. Oui, parfait. Ce que je voulais d'abord souligner, c'est on n'a plus beaucoup de temps, oui, vous avez exactement 30 secondes. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je voulais d'abord souligner, c'est que la diaspora camerounaise est très dynamique. Si vous enlevez quelques petits troubles faits, si vous prenez le domaine du sport, les Camerounais sont meilleurs dans le monde. Vous prenez le domaine de la musique, ils sont meilleurs dans le monde. Vous prenez le domaine de l'art culinaire, de l'ingénierie. Meilleurs dans le monde? Oui. Quand vous avez des gens comme... Quand vous avez des gens comme... Quand vous avez des... Non, ce n'est pas l'auto-glorification. Quand vous avez quelqu'un comme Armand Sabaleko, quand vous arrivez à Los Angeles, il est célébré comme un dieu. C'est l'un des meilleurs bassistes de la terre, des États-Unis. Bon, ils sont parmi les meilleurs, quoi. Si vous allez... Vous avez Francis Ngannou, on n'en parle pas. Vous avez eu Vincent Guigny, qui était l'un des meilleurs guitaristes au monde. D'accord? Donc,
Il y a quelques... Ils sont à la NASA. Ils sont à la NASA. Il y a un qui vient d'obtenir, parce qu'il a dit qu'il quittait la Suisse pour aller aux États-Unis. L'État suisse lui a donné rapidement 1 million de francs suisses. Ça fait 700 millions de francs CFA. Pour qu'il ne bouge pas. Pour qu'il ne bouge pas. Il y a celui qui a fait les automatisations dans les voitures autonomes. C'est à la base un Camerounais qui est déçu. Donc, c'est des gens qui ne parlent pas, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas le temps. Il y a quelques agités. Ils travaillent. Qui sont oisifs, qui font beaucoup de bruit. Les pistes de solutions seront lesquelles? Déjà, il faut... Rapidement, il reste 10 secondes. Il faut un député, il faut au moins un député ou deux députés, un sénateur ou deux sénateurs de la diaspora. Compris. Il faut un ministère de la diaspora. Vous l'avez dit Voilà, il faut un cadre législatif. On a compris. Professeur Noubissier, on a pris beaucoup de temps, Paul. Professeur Noubissier, quelques propositions pour que ces Camerounais-là continuent à bien se sentir Camerounais. Je pense que les Camerounais doivent être privilégiés lorsqu'ils veulent investir au Cameroun. S'il y a plusieurs appels d'offres, on doit faciliter et privilégier les offres des Camerounais et que nos frères qui sont à l'extérieur, qui sachent qu'on ne peut pas construire le Cameroun sans eux et que nous qui sommes à l'intérieur, que nous sachions qu'on ne peut pas construire ce pays-là sans compter sur eux. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous disons encore merci à ces Camerounais qui sont à l'extérieur. Que ce soit nous qui sommes restés au Cameroun, que ce soit vous qui êtes allés de l'autre côté, nous restons tous Camerounais et nous avons besoin de toutes les voix pour bâtir cette nation. Merci au professeur Noubissier, enseignant d'université. Merci à notre invité permanent. Il s'agit d'Alain Douc. Merci à notre consultant Pierre Blériot. Merci à lui, Paul, qui est chef d'entreprise. La rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Demain, ce sera jeudi. Jeudi sorcellerie. Non, jeudi spiritualité. Une question avec tout ceci. Que fait...